peuvent être à poil, à plumes ou recouverts d'écailles et font concurrence aux traditionnels chiens et chats. On les appelle les NAC, nouveaux animaux de compagnie. Ce sont des furets, des reptiles, voire même des animaux bien plus extravagants. Nouveaux animaux de compagnie, c'est une définition générique. Il est évident qu'un crabe comme ça peut vous abîmer sérieusement un doigt. Pour comprendre ce nouveau phénomène de mode, nous suivrons Karim Dawes. Il est à la tête de la plus grosse animalerie en France et c'est le spécialiste incontournable des reptiles. Il constate tous les jours l'engouement des clients pour ces bêtes exotiques. Il y a 20 ans, il y avait quelques éleveurs amateurs, quelques grossistes. Il n'y avait pas cette activité, cette fébrilité que l'on peut voir aujourd'hui. À 49 ans, Jeff est lui aussi un passionné de reptiles, mais plus particulièrement de serpents venimeux. Il possède chez lui pas moins de 15 espèces très dangereuses et même un crocodile. Tout le monde me dit, toutes les personnes que l'on connaît et qui font du venimeux se sont fait mordre au moins une fois. Moi, bon, je croise les doigts, ça ne m'est jamais arrivé. En Normandie, Brigitte élève des tigres dans son jardin avec son mari. C'est mes enfants. Famille nombreuse. Sauf que l'allocation familiale ne paye pas. Mais derrière cette nouvelle mode se cachent de sérieux problèmes. Achat d'animaux dangereux sur Internet, trafic animalier. Alors chaque jour, la police environnementale lutte pour traquer les contrevenants. Messieurs, bonjour. Police de l'environnement. Alors c'est toujours le débat au niveau national ou international. On dit toujours que c'est le 3e ou le 4e trafic qui rapporte le plus d'argent. Furets, tigres, serpents sont parfois abandonnés ou échappent à leurs propriétaires. C'est alors aux pompiers de les récupérer. Une mission qui peut s'avérer dangereuse et qui leur demande un entraînement d'un nouveau genre. C'est très bien. Alors pourquoi un tel engouement pour ces animaux exotiques? Qui sont les propriétaires de NAC? La mode des nouveaux animaux de compagnie peut-elle devenir dangereuse? Quand la nature est à vendre, enquête. Qui a dit que le chien était le meilleur ami de l'homme? Nous sommes à Antony, en proche banlieue parisienne. Johan a 11 ans, il est fils unique, alors pour Noël, sa maman lui a offert un petit compagnon de jeu très original. Ces plumes là, la furette qui boit. Donc c'est une femelle, elle a 6 mois. Donc ça joue comme un chien là-bas. Là. Troisième animal le plus vendu après le chat et le chien, le furet est le NAC le plus à la mode. Il serait 1 million dans les foyers français. Facile à élever et très joueur, il s'est parfaitement adapté à la vie en appartement. Valérie, la maman de Johan, n'a donc pas hésité très longtemps avant de choisir cette petite boule de poil pour son fils. J'ai l'impression que c'est vraiment devenu la mascotte de la famille. C'est la petite fille de la famille, oui. C'est vrai qu'il n'a pas de frère ni de sœur. Et un animal, ça lui permet d'avoir un contact, d'avoir un petit ami, d'avoir un petit confident, et aussi de prendre ses responsabilités. Et quand j'ai dit que je prenais un furet, les gens ils sont hyper surpris. C'est pour ça que quand on dit, mais même quand on annonce aux gens, on a une nouvelle personne à la maison, à poil, tout de suite c'est chat ou chien. Mais à aucun moment ils imaginent un furet. Ça permet aux gens de se rendre compte par eux-mêmes que c'est pas du tout agressif. Et comme avec un chien, Johan et sa maman ont pris l'habitude de balader leur petite furette au bas de leur immeuble. Des promenades qui ne laissent pourtant pas les voisins indifférents. Les gens s'arrêtent, posent des questions, regardent, s'intéressent à l'animal. Donc ça permet de faire voir un petit peu comment ça se présente, qu'est-ce que ça fait, comment ça vit. Plusieurs fois par mois, Valérie et Johan se rendent dans ce supermarché pour animaux. Dans cette enseigne, on a bien compris l'engouement pour les furets. Alors dès l'entrée, c'est tout un rayon qui est dédié à ces petites boules de poils. On cherche un parfum pour lui mettre éventuellement, parce que c'est rigolo, et puis pour lui mettre entre deux bains, pour éviter que ça sente un petit peu trop fort. On lui prend ça? Et à peine arrivée, Valérie est très vite abordée par une vendeuse du magasin. Elle aussi a des furets à la maison et connaît donc parfaitement le sujet. Au niveau des produits qu'on va avoir en magasin, on va avoir tout ce qui est anti-puce, qui se trouve juste là, tout ce qui est accessoires, donc les hamacs, les jeux, les produits d'entretien, de soins, brosses. Mais ce n'est pas tout. Dans ce rayon, on trouve également de la vitamine C pour cochon d'Inde, des lingettes nettoyantes pour furets et toute une gamme de cosmétiques. Des produits qui se vendent comme des petits pains, car pour soigner leurs petits compagnons, les propriétaires ne regardent pas à la dépense. Merci beaucoup en tout cas, bonne journée. Merci, au revoir. Valérie était venue pour un parfum, mais elle repartira en plus avec un jouet et des bonbons pour sa furette. Coût total cette fois-ci, 17 €. On prend parce que déjà il n'y en a pas beaucoup et puis parce qu'on aime bien aussi leur faire plaisir comme à un enfant, donc on ne regarde pas trop les prix pour se faire plaisir, pour leur faire plaisir à eux. Sauf que la mode des NAC est loin de s'arrêter aux mignons petits furets. Et des animaux exotiques, on en trouve de beaucoup plus extravagants.
Arcueil, en banlieue parisienne. Jean-François Ollier, 49 ans, habite un petit 2 pièces au 9e étage. Et lorsqu'il rentre chez lui, ce sont des animaux d'un genre bien particulier qui l'attendent. J'ai une quinzaine de serpents venimeux à la maison. Donc là, on est en fait dans l'entrée de l'appartement. En haut, vous avez un couple d'Androaspis viridis, des mamba verts. Là, vous avez les Crotalus oridus atricodatus. Les animaux de Jean-François sont extrêmement dangereux. La moindre morsure peut lui coûter la vie ou avoir des conséquences graves. Les vipères du Gabon, ce sont des animaux qui peuvent injecter la valeur d'une cuillerée à soupe de venin. Venin neurotoxique, hémotoxique, cytotoxique et nécrosant. À partir du moment où le venin n'est pas injecté dans une grosse artère, on a quand même un certain temps de réflexion. On ne va pas tomber raide mort. Alors pour éviter tout accident, ce passionné manipule ses bêtes au crochet avec la plus grande précaution. À chaque fois qu'on ouvre le terrarium, il faut être très très prudent. Le serpent peut avoir une réaction totalement inattendue, ce qui fait qu'on risque éventuellement de se faire mordre. Donc il faut toujours rester à distance au maximum. Ça, Denachistrodon acutus, on le voit là, il est tendu. Hein. Il a vu que ça bougeait au-dessus puisqu'on est allé voir le naja et il est prêt à mordre là. Je pense que si on ouvre et qu'on va mettre la main devant, on va s'en prendre une. Donc on va le laisser tranquille, c'est mieux. Et Jean-François ne s'est pas contenté de ses 15 serpents venimeux. Depuis 1 an, il possède également un pensionnaire encore plus étonnant. On va manger bébé. Un crocodile d'1,20 m. Pour nourrir ces animaux, ce mordu de reptile ne lésine pas sur les moyens. Tu manges ? Ah oui, tu manges. C'est vrai que ça représente quand même un poste, relativement important dans le budget. Oui. Prenons le cas du réticulé qui a mangé 8 rats cette nuit. Ça représentait 40 €. Une passion qui lui coûte en moyenne près de 200 € par mois. Un budget conséquent, mais pour Jean-François, le prix n'a pas d'importance. Ce collectionneur vit pour sa passion. Chez lui, peu de meubles, uniquement des terrariums. Un endroit peu habituel pour l'entourage, alors Jeff a dû très vite rassurer ses voisins. Quand les gens me croisent dans l'ascenseur avec des cages pleines de rats et de souris, j'ai beau leur dire que j'attends du monde et qu'on va faire un barbecue, il y a un moment où ça passe plus, quoi. Donc petit à petit, j'ai senti que des gens étaient plus ou moins réceptifs et j'ai commencé à en parler, à dire bah oui, j'ai quelques serpents à la maison, ah bon, bah si vous voulez venez voir. Et voilà, donc ce qui fait qu'effectivement tout le monde est au courant maintenant. Jean-François élève ses animaux en toute légalité. C'est un passionné responsable qui achète ses bêtes à des éleveurs agréés. Mais tous les détenteurs de serpents dangereux ne sont pas dans la même situation. Et des particuliers qui élèvent des venimeux dans l'illégalité, visiblement, c'est monnaie courante dans le milieu. Je connais des gens qui ne devraient pas avoir ce qu'ils ont, mais oui, ah oui, bien sûr. De toute façon, on en connaît tous, hein, dans le milieu, on connaît des gens qui n'ont pas les autorisations qu'il faudrait, ça c'est sûr. Et si Jean-François connaît tant de particuliers possédant illégalement des animaux dangereux, c'est parce qu'en France, pour les acquérir, il faut un certificat de capacité délivré par le ministère de l'écologie. Un précieux sésame très long à obtenir et qui requiert de nombreuses connaissances sur l'espèce. Bref, un véritable parcours du combattant qui peut prendre plusieurs années. Détenir un animal non domestique chez soi, c'est compliqué. Si vous voulez avoir un python molure, c'est plus compliqué, effectivement, que d'élever des poissons rouges. Les animaux dangereux, des animaux venimeux, savoir les manipuler, savoir les nourrir, savoir les entretenir correctement, ça demande un savoir-faire. Et ce savoir-faire, il s'appuie aussi sur une bonne connaissance du dispositif réglementaire. Mais face à une législation si rigide, les particuliers non capacitaires ont trouvé la parade. Une méthode simple et économique, faire ses courses à l'étranger. Houten, aux Pays-Bas, à 400 km de Paris. Nous sommes dans l'une des plus grandes bourses aux reptiles d'Europe. Il est 8h30 du matin, les portes s'ouvrent dans 30 minutes, mais c'est déjà la queue à l'entrée. Ici, des milliers de passionnés de l'Europe entière sont venus faire leur marché. À l'intérieur, des centaines d'exposants, des milliers de reptiles, grenouilles et insectes en tout genre à vendre à des prix imbattables. Au milieu de cette jungle, Karim Dawes, c'est le spécialiste des serpents. Il est à la tête du plus gros magasin français de reptiles et déplore la différence de législation entre les pays européens. Dans les bourses, on trouve des espèces qui, d'un point de vue réglementaire, ne seraient pas possibles à présenter en France. Si on regarde ce python molurus, c'est une forme qui a 2 interdictions en France. Sur une bourse, pour présenter cet animal, il faut être éleveur
avec un certificat de capacité et vendre l'animal uniquement aux personnes titulaires d'un certificat de capacité. Ce sont des contraintes qui sont difficiles à mettre en place, donc il est souvent plus simple d'interdire la présence de ces animaux sur une bourse en France plutôt que de l'encadrer de façon précise. Car aux Pays-Bas, la législation est ultra permissive. Ici, on trouve en vente libre des bêtes interdites en France sans être titulaire du fameux certificat de capacité. Le fait d'avoir un certificat de capacité n'est pas un critère que les Hollandais vont retenir. La vente va se faire par rapport à la réglementation hollandaise. Et ce qui peut parfois poser problème une fois l'animal ramené chez soi, parce qu'un manque d'information au départ, et ce n'est pas le vendeur qui pourra donner cette information, c'est à l'acheteur de l'avoir, peut aboutir à des situations un peu problématiques de gens qui ont fait l'acquisition dans un cadre licite sur le salon et qui vont se retrouver dans un cadre illicite chez eux parce qu'ils n'ont pas anticipé cette acquisition. C'est un des défauts des bourses et certains acheteurs peuvent en tirer avantage, ce qui semble relativement évident. Une migale sur un salon comme celui-là vous sera vendue sans autre questionnement que de vous réclamer 5 ou 10 €. Et du coup, les acheteurs en profitent. Ici, ce jeune Hollandais de 19 ans vient de s'offrir pour 150 € un nouveau compagnon de jeu. Dans son pays, c'est légal, mais à l'âge adulte, ce serpent pourra atteindre presque 6 mètres. Une vente qui serait interdite en France, car il faut détenir le fameux certificat de capacité. Et sur ces bourses, il y en a vraiment pour tous les goûts. Au détour d'une allée, un éleveur allemand qui propose des petites bêtes tout à fait atypiques. Nouveaux animaux de compagnie, c'est une définition générique. Il est évident qu'un crabe comme ça peut vous abîmer sérieusement un doigt. Mais il y a des gens passionnés par tout et pour tout. Et il est très intéressant d'élever cet animal qui a vraiment un mode de vie différent. C'est très spectaculaire. La dangerosité est relative. Vous avez un petit panneau qui vous indique que ça peut vous couper le doigt, c'est tout. Ça, c'est une larve. Pendant des années, 2 ou 3 ans, on va avoir une forme larvaire. La larve, avec sa beauté très relative, va donner un coléoptère particulièrement spectaculaire et intéressant en termes d'élevage. Il y a des gens qui sont passionnés par la philatélie et je ne vais pas me poser de questions sur le pourquoi du comment. Ils voyagent à travers leur timbre, ils se passionnent pour un timbre avec une dent de travers. Moi, ce n'est pas mon centre d'intérêt. Mon centre d'intérêt est basé sur la nature, sur ce qu'elle peut m'apporter à moi en termes d'épanouissement et de connaissances. Et je ne cherche pas à savoir quelle est la motivation des autres et quelle est la raison de cette motivation et de cette passion. Et comme les philatélistes, les passionnés d'insectes sont prêts eux aussi à mettre des sommes folles pour leurs petites bébêtes. Au Japon, c'est devenu un animal de compagnie. Un couple procédant à une mutation bleue coûte 4 000 €. Lorsqu'il a créé son commerce à 19 ans, Karim Dawes ne s'attendait pas à un tel engouement pour ces nouveaux animaux de compagnie. Il y a 20 ans, il y avait quelques éleveurs amateurs, quelques grossistes, relativement peu de connaissances et une demande qui correspondait à l'offre. Il n'y avait pas cette activité, cette fébrilité que l'on peut voir aujourd'hui. Car en quelques années, l'image du passionné de serpents a bien changé. Les mères de famille sont venues rejoindre les traditionnels originaux et motards tatoués. C'est une attirance, je suis attiré par le reptile, j'ai toujours aimé ça, il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de mots. Ma compagne et mes enfants, mes enfants ils sont nés dedans. Ma compagne, c'est un peu comme ça que j'ai séduit. Ma mère, ça la faisait un peu paniquer. Mais elle accepte, mon entourage, il n'y a pas de problème. Là, c'est la première fois que je viens sur l'antenne. Ce sera sûrement pas la dernière. Dans cette foire, aucun animal vraiment dangereux n'est vendu. Mais ce n'est pas le cas de toutes les bourses européennes. Nous sommes en Allemagne, à Hamm. Ici, interdiction de filmer ou de prendre la moindre photo. Nous tournerons donc en caméra cachée. Et pour cause, dans une petite salle près de l'entrée, un endroit réservé aux serpents venimeux. Alors dans les allées, on croise beaucoup de Français venus faire leur marché. Là, on voit quand même l'entrée réglementée. On ne peut pas rentrer un mineur, par exemple, je pense que ce serait quand même contrôlé. Mais voilà, quand même la majeure partie des gens peuvent rentrer. Même des gens qui ne sont pas du tout au courant que ça peut être dangereux. Caroline connaît bien cette bourse. C'est souvent ici qu'elle achète ses bêtes. Dans cette caisse, sa dernière acquisition, un boa arc-en-ciel emmitouflé dans une couverture. Ce serpent n'est pas dangereux, mais en France, il est classé espèce protégée. C'est le boa arc-en-ciel, donc c'est le petit qu'on vous a montré tout à l'heure, là, mais version adulte, donc 1m30 à 1m50. Et si cette jeune fille est venue acheter son serpent ici, c'est parce qu'elle n'a pas son certificat de capacité pour cette espèce.
Le certificat de capacité, moi je trouve qu'il est dur à avoir. Du coup, ça veut dire qu'il faut avoir plein de monde. Et on peut mettre 5-10 ans avant d'avoir son certificat de capacité, même en mettant toute la bonne volonté du monde. Le boa de Caroline n'est pas dangereux, mais chaque année dans cette foire, des centaines de Français ramènent illégalement des serpents venimeux. Ils savent qu'en ramenant leurs serpents, ils sont dans l'illégalité. Mais avec l'ouverture des frontières, ils ne craignent pas du tout les contrôles des douaniers. On n'a jamais vu personne à la douane. En 5 ans, ils sont pas très vigilants. Voilà. Il y avait peut-être plus, à mon avis, d'adrénaline quand ils étaient en poste fixe aux douanes. Maintenant, en douane volante, je vous avoue que bon. En avion, en bateau ou comme aujourd'hui en voiture, des milliers d'espèces protégées arrivent chaque année en France de ces bourses européennes. Pour essayer d'endiguer ce phénomène, la police environnementale de l'Office national des chasses et de la faune sauvage déploie les grands moyens. Nous sommes à Tours. Ce week-end, c'est le championnat du monde des oiseaux d'élevage. L'un des plus gros événements de l'année pour les passionnés. 25 000 visiteurs et professionnels vont passer les portes du parc des expositions pour admirer les milliers de volatiles qui concourent. Devant un tel événement, les agents de la police de l'environnement se mobilisent. Tout le week-end, les équipes de Stéphane Loyot vont ratisser de long en large l'immense parking de cet événement pour vérifier qu'aucune espèce protégée n'est vendue illégalement. C'est notre rôle au quotidien, dans toutes les missions qu'on conduit, soit dans le cadre de la protection de la nature ou d'autres actions qu'on mène dans le cadre de la répression du braconnage. C'est à chaque fois ce jeu de chat et la souris, on se planque, voire sans être vu, pour pouvoir interpeller le ou les contrevenants. Messieurs, bonjour. Police de l'environnement. Ouais. On va jeter un coup d'œil aux oiseaux que vous avez à l'arrière de votre véhicule. Ce que cherchent ces policiers, ce sont des particuliers qui seraient venus vendre à la sauvette des oiseaux non domestiques, capturés dans la nature. Oui, okay. Voilà, ce sont des espèces domestiques. Oui, Serinus canaria. Si je ne me trompe pas, le canari, il est libre de circulation. Tout à fait. Et pour trouver les contrevenants, il faut les prendre en flagrant délit. Alors la brigade a mis en place une tactique simple pour ne pas se faire repérer, poster des policiers en civil. J'ai un rôle de chasseur, on va dire, aujourd'hui. Certes, si une personne en tenue les observe à 10 mètres, alors qu'ils sont en train d'effectuer une transaction, je pense qu'ils vont être méfiants. Mais vis-à-vis de moi aujourd'hui, je pense pas qu'ils soient méfiants. Et le plan d'attaque est bien rodé. Stéphane, tu me reçois? J'ai des gars qui parlent pas mal derrière leur voiture, ils sont 4. Tu me fais un signalement, Franck, je ne te vois pas encore, je t'ai pas en visuel. Messieurs, dames, bonjour, la police de l'environnement. Elle est en train de mettre des petites... On va regarder les oiseaux que vous détenez. Les cages sont vides? Oh non. Non. Là, je viens de... Non, là, il y a un grand Alexandre que j'ai acheté. Bon. Et là, ça, c'est vide. Ça, c'est vide. On va regarder les caisses les unes après les autres, madame. Oh, mais volontiers, monsieur. Je vous laisse manipuler. Il n'y a pas de souci. Moi, je ne fais pas de trafic. Voilà, ça, c'est un grand Alexandre. J'ai les papiers. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ok. Et voilà, c'est tous les papiers qu'il nous a donnés. Eh bien, on va regarder tout ça. Voilà. Merci, madame. Ces papiers à contrôler, ce sont des certificats assurant l'origine des oiseaux. Les propriétaires doivent prouver l'achat du spécimen. Mais tout va bien. Je ne vous ai encore rien reproché, madame. Vous voyez, donc c'est que tout va bien dans le meilleur des mondes. En général, l'ONC, c'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Mais on ne fait que notre métier, appliquer les textes. Des contrôles pas toujours bien pris par les collectionneurs, mais indispensables pour lutter contre le trafic animalier. On dit toujours que c'est le 3e ou le 4e trafic qui rapporte le plus d'argent, après celui des armes, des stupéfiants, l'être humain ou de la contrefaçon. En tout état de cause, il est probablement dans les 5 premiers. Un trafic qui rapporte énormément d'argent. Alors sur les oiseaux, sur les reptiles, comme je l'évoquais, sur l'ivoire, même si l'ivoire peut être commercé légalement dans certaines conditions, il y a encore beaucoup de trafic d'ivoire. En 2 jours, la brigade a contrôlé pas loin de 100 transactions et pris en flagrant délit 2 braconniers capturant des oiseaux sauvages près du parking pour les revendre aux visiteurs. Ces contrevenants risquent près d'1 an de prison et 15 000 € d'amende. Mais devant l'augmentation du nombre de nacs, ces policiers sont de plus en plus dépassés. Car aujourd'hui, on trouve des animaux exotiques de plus en plus étonnants. Direction la Mailleraie-sur-Seine, en plein cœur de la Normandie. Brigitte et son mari Zdravko vivent dans ce petit village depuis près de 20 ans.
Amoureux des animaux, il cohabite avec chiens, poules et canaris. Pourtant, depuis 3 mois, c'est vers une nouvelle pensionnaire que Brigitte porte toute son attention. Jade, Jade, viens vite. Viens ma fille, viens. Viens ma chérie. Oui, elle bibi. Viens ma fille, viens. Allez, hop. Voilà. Eh bien, doucement. Je vous présente ma fille Jade. Accouchement très difficile. Dis vilaine, Jade. Voilà. Voilà son passe-temps favori. Dépouiller mes pulls. C'est plus compliqué à gérer qu'un petit chien ou... Ah oui, quand même. Viens là, Mimine. Dis, t'as pas fini ton bibi. Viens, faites les enfants. Oui, faites les enfants. Hein. Voilà. On a des enfants et après il faut s'occuper de toute la journée. Oui, Doucement les griffes, ma fille. J'ai quand même demandé l'autorisation à mon mari. Ne demandez pas principe. Par contre, ça c'est... Ça met mal. Bah oui, toi tu me fais mal, je te fais mal. Stop, stop, stop. J'ai dit stop. Elle sait quand elle fait des bêtises. C'est ça le pire. Elle le sait. Mais elle arrête 2 secondes et après, ben, c'est reparti. Ben, comme tous les enfants, hein, c'est vrai. Mais forcément, quand on a un bébé fauve à la maison, les petits accidents arrivent vite. Bah, il y a eu des petits coups de griffe, mais bon. Mais là, t'as aussi. Là, je t'ai dit que ça saigne. Ça, c'est Jade ? Oui. Là, tout à l'heure. C'est coup de dent. Non, mais tu sautes pas sur la table. Hein. Et Brigitte et son mari ne sont pas les seules victimes. Non. Non. Ils sont pas peurs du tout. Mais pour le moment, ils font la loi. Hein, mais profitez-en parce que bientôt, ça va être fini, les filles. Une petite tigresse qui deviendra grande, mais ça ne pose pas de problème à Brigitte. Allez, mon Attila. Viens, mon bébé. Car chez les Curtis, les tigres sont une véritable affaire de famille. Zdravko était dresseur de fauves, alors c'est naturellement que depuis plus de 20 ans, ce couple vit en toute légalité entouré de tigres dans leur jardin. Oh, mon fils d'amour. Ouais. Et mon toumaï. Oh oui. C'est vraiment mère-fille, mère-garçon. C'est mes enfants. Qu'est-ce qui vous plaît? Mais la beauté. C'est vrai, c'est magnifique comme animal. Puis c'est surtout aussi pour les sauvegarder un petit peu, hein, parce que quand on voit tout, qu'est-ce qui se passe. Mais pour nourrir 3 tigres de près de 300 kilos et une petite tigresse, il faut beaucoup de viande. Oh, il y a au moins 120 kilos, hein, facile. Alors pour ne pas se ruiner, Brigitte a ses petites astuces. Tous les mois, elle récolte la viande invendue dans les hypermarchés du coin. Vous comptez, quand on achète, c'est 0,50 centimes les kilos. Et puis nous, quand on y va, on prend 200 kilos à un coup. Parce que on va pas aller tous les jours non plus. Hein. Leur passion pour les félins leur prend du temps et de l'argent. Mais pour ces animaux, Brigitte est prête à bien des sacrifices. Voilà, la réserve de mes gros bébés. Vous avez une idée de ce que ça vous coûte par mois? Non, on cherche pas. On cherche pas. C'est vrai, on fait pas nos calculs, il vaut mieux pas. Oh, et puis quand on aime, on compte pas. Nous, on se prive de certaines choses, mais eux, ils sont toujours à manger. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Brigitte gère très bien ses tigres, mais ce n'est pas le cas de tous les propriétaires de NAC. Chaque année, des animaux dangereux s'échappent, et pour les récupérer, c'est aux pompiers qu'on fait appel. Hervé Roland est sergent-chef à la brigade cynotechnique des pompiers de Paris. En 2010, il est intervenu près de 120 fois avec son équipe pour récupérer ces animaux abandonnés. Ces pompiers ne connaissent pas toujours les bons gestes, alors Karim Dawes, notre spécialiste des reptiles, leur apprend à manipuler ces animaux dangereux. L'idée aujourd'hui, ça va être de se familiariser avec des cas pratiques et on va voir quels sont les bons gestes et surtout quels sont les petits trucs qui vont, sur intervention, vous permettre d'être plus efficace et surtout d'avoir confiance en vous. Et pour commencer, une mise en situation avec une couleuvre asiatique pas très docile. En intervention, la plus grosse des difficultés pour vous, ça va être 1, de trouver le serpent, 2, de l'identifier. J'étais pas spécialement un fan de tout ce qui était reptile et notamment tout ce qui était rampant, les serpents et tout. Et puis au fur et à mesure de les étudier, de les manipuler, autant ils peuvent être, on va dire, anxiogènes, autant ils peuvent être attrayants, quoi. Donc
on s'y intéresse et puis on les manipule et à force, on se rend compte que finalement il n'y a pas plus de danger que, si on prend les bonnes précautions, pas plus de danger qu'un autre animal. Et aujourd'hui, c'est pourtant avec un crocodile que le sergent-chef Roland va avoir du fil à retordre. Alors le fait de laisser l'animal se fatiguer, c'est aussi une technique, hein. C'est la technique que j'ai choisie. Car malgré sa petite taille, pas question de plaisanter. Ce crocodile pourrait gravement blesser ce pompier. Et après plus d'une heure de formation pratique, ces pompiers seront capables de capturer serpents, varans et tortues hargneuses. Voilà une vraie intervention. C'est très bien. Et pour finir la séance, Karim leur a quand même réservé une surprise de taille. Un python moulure albinos de plus de 4 mètres. Bon, on a vu des petits serpents jaunes. Maintenant, on voit un gros serpent jaune. Donc, pour pouvoir comprendre un petit peu comment l'animal se déplace et quelle est sa force, je vous invite à le déplacer un petit peu. C'est une personne tous les mètres, à peu près. Ouais, ça va. Ça va un peu mieux maintenant. Ça pèse. Ça pèse un peu, oui. Et pourtant, j'ai pas la partie la plus lourde, je pense. Alors, sur un animal de cette taille-là, on ne le laisse jamais faire un tour complet autour du cou. On peut l'avoir posé sur les épaules si c'est plus pratique pour le déplacer, mais évidemment, on va jamais le laisser verrouiller. Non pas qu'il chercherait volontairement et sciemment à vous étouffer, ça il ne sait pas faire. Il n'a pas la possibilité de comprendre qu'il peut vous étouffer, mais l'animal peut chercher à ne pas tomber, serrer un peu plus. Plus il serre, plus vous paniquez, plus il serre. Donc vous serez le premier à tomber dans les pommes, hein, ça c'est sûr. Et ces pompiers ont intérêt à avoir le sang-froid, car outre les reptiles, ces dernières années, ils ont eu à capturer de nombreux animaux étonnants. Félins, kangourous, rennes. Retour en Normandie, à la Mailleraie-sur-Seine. Brigitte et Zdravko ont pris l'habitude de sortir Jade, leur bébé tigre, dès que l'occasion se présente. Oui, ça vient. Encore 2 minutes. Impatient. Des sorties très originales dans ce petit village de 2000 habitants qui ne manque jamais de surprendre, même les restaurateurs chez qui le couple a pourtant ses petites habitudes. Elle a bien grossi. Hein. Ah bah oui, 15 kg 2. Vous avez été surpris la première fois? La première fois, oui. Oui. On a été surpris, oui. Mais bon, agréablement. Et forcément, dès que Jade débarque dans un endroit, elle crée très vite l'attraction. Et vous êtes connu comme ça dans tout le village? Ça arrive que certains gens ne savent pas qu'il y a des tigres à la Mailleraie. On est là depuis 92, mais ça arrive comme l'autre jour, il y a un monsieur, il était voir à la mairie parce que, comme on a affiché, vous avez vu, danger fauve à la portail. Et il est parti à la mairie, il dit, mais il y a des gens qui font des blagues, qui mettent des photos de tigres au portail, c'est pas possible, il n'y a pas... Et la dame de la mairie dit, mais si, depuis 92, il y a des tigres à la Mailleraie. Et ben du coup, ils sont arrivés, ils étaient 12, pour venir voir si c'est vrai. Et la présence de Jade ne surprend pas que les habitants. Même les gardes champêtres du coin s'arrêtent devant cette situation cocasse. Bah c'est vrai que sur le coup, on est passé, on fait bah oui, effectivement. Puis elle a l'air gentille. Hein. Ah bah oui, elle est gentille. Bah on était manger au resto avec elle. Vous l'avez nourrie au biberon, tout ça? Bah, et puis aussi une cuisse de poulet qu'elle a mangée. Vous étiez au courant qu'il y avait des tigres ici? On est tout au courant, oui. Oui, bah de toute façon, une fois que c'est dans le privé, c'est dans le privé. Hein. On peut rien dire. Tant qu'il n'y a pas de problème. C'est ce qu'il faut se dire. Ah bah, elle va chaîner. Elle va chaîner. Bon, allez, ma fille. C'est vraiment beau. Bon, bah bonne journée, tu vas te promener. Au revoir. Pour Brigitte, ces tigres, c'est toute sa vie. Allez, ma fille. Cette passionnée considère ces animaux comme ses enfants. Elle a 2 filles d'une vingtaine d'années, mais pour elle, aucune différence. Je les aime autant. C'est vrai, je les aime autant. Puis comme les filles, maintenant, elles sont pris leur envol, c'est peut-être ça aussi. Qu'on donne... on donne autant d'amour à eux qu'aux enfants. Là, pour le moment, elle a envie de rentrer chez elle. Hein. Attila,
Ouh, regarde la belle teinte. Regarde, c'est bon. Le couple élève ses tigres en toute légalité. Brigitte a passé son certificat de capacité il y a 25 ans pour avoir des tigres à domicile et n'a jamais eu d'accident. Pourtant, elle reste consciente de la dangerosité de ces animaux. C'est pour ça que je dis toujours, il ne faut jamais oublier, c'est quand même un animal sauvage. C'est pour ça, nous, bon, quand on donne à manger, bon, ça c'est normal, parce qu'il voit... Pour lui, vous êtes des étrangers, et puis on le dérange quand même quand il mange. Allez, c'est bon. Oh, tiens. Du Vilain. À demain, les garçons. Voilà, ça y est, ça est revenu tout calme. Ça y est. Et fini la colère. Et maintenant, c'est encore les chiens-chiens. Hein? Les chiens-chiens, il faut qu'ils mangent aussi. Brigitte n'a pas pris des tigres à domicile sans y réfléchir. Elle a longtemps étudié leurs besoins et s'est assurée qu'un spécialiste pourrait les soigner en cas de problème. Car pour beaucoup de propriétaires de NAC, la bonne santé de leurs compagnons est primordiale. Nous sommes au centre hospitalier vétérinaire de Maisons-Alfort. Ici, en plus des consultations classiques chiens et chats, un nouveau département a été créé en 2009, réservé exclusivement aux NAC. Charlie Pignon est responsable de ce département. Son service d'urgence fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et ce matin, il a encore une journée bien remplie. Là, on vient d'avoir un lapin qui est venu en urgence. En fait, c'est un lapin qu'on suivait ici, qui a eu déjà une opération. En fait, il avait un abcès, une accumulation de pus dans les sinus. Et l'animal s'est dégradé en fait dans la nuit. Donc la dame est venue parce que l'animal ne mange plus, il est douloureux, etc. Donc on va le réévaluer aujourd'hui. Super, merci beaucoup. Il est à peine 8 heures. Et comme tous les jours, ce jeune clinicien retrouve les 5 étudiants qui ont choisi de participer à l'enseignement NAC. Oui, tu peux la sortir s'il te plaît. Ensemble, ils font le bilan des cas arrivés dans la nuit. Parce qu'en fait, elle est arrivée directement en hospitalisation. Moi, j'ai l'impression que c'est mieux, ces bruits respiratoires par rapport à hier. Donc, c'est plus en fait un problème d'état général. Hein. Madame, bon, il y a encore du pus. Hein. Et dans la salle d'attente des urgences, la propriétaire de la lapine s'inquiète. On vient de faire rapidement un examen clinique sur Leslie. Sa vie n'est pas en danger à l'heure actuelle, d'accord ? Donc, je pense que... honnêtement, je l'ai posée dans sa cage, elle a recommencé à gratter, à avoir un comportement comme elle avait quand elle était hospitalisée hier. Pour trouver le problème de cette petite lapine, Charlie Pignon et son équipe vont déployer les grands moyens. Ça commence par la pose d'un cathéter. Et maintenant, direction le scanner. Dans cette école vétérinaire, on est à la pointe de la technologie. Bonjour. On vous amène le lapin. On va essayer de mettre les deux en comparaison. Pour soigner ce lapin, on déploie les mêmes moyens qu'en médecine humaine. Ici, ce sont 2 spécialistes qui vont analyser scrupuleusement le scan de la lapine dans un seul but, sauver Leslie. Ce qu'on va proposer à la propriétaire, c'est donc d'anesthésier l'animal et d'aller vérifier en fait l'intérieur de la cavité buccale avec une caméra, une fibre optique, mais cette fois-ci en vue d'extraire une dent. Voilà. Merci beaucoup. Mais tant d'examens pour une si petite boule de poil, forcément ça a un coût. Au niveau coût, pour ce petit lapin, on en est déjà environ 700 €. Donc il y a eu 2 scanners qui ont été réalisés, une chirurgie, une semaine d'hospitalisation. Il va falloir qu'on intervienne une deuxième fois. Donc on va environ augmenter le coût de 500 €, à savoir qu'on va arriver à quelque chose comme entre 1000 et 1200 € pour cet animal-là. Un prix que n'hésitera pas à dépenser la propriétaire de la lapine. Mais ce n'est que le début de la journée pour ce service vétérinaire NAC. Mine est le 2e clinicien en charge du département. Ce matin, il va jouer les dentistes avec un cochon d'Inde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rétablir la surface normale des dents. Donc c'est ce qu'on appelle un parage dentaire. La propriétaire relatait des difficultés à la mastication et c'est vrai qu'à l'examen, on voit très bien que la dent là n'est pas du tout dans une position physiologique. Donc ce qu'on va commencer à faire là, c'est qu'on va déjà enlever la pointe dentaire qui est là. Et pour soigner ce cochon d'Inde, ce jeune chirurgien utilise un matériel médical sophistiqué conçu exclusivement pour les NAC. Des opérations comme celle-ci, le service en réalise 6 par semaine. Voilà. Venez avec moi, suivez-moi. L'après-midi, le service est en consultation. Ce sont les étudiants qui présentent les animaux aux cliniciens et qui diagnostiquent le problème.
C'est Bomba, un chinchilla donc, de 7 ans qui a été adopté donc, en animalerie à l'âge de 2 mois avec un autre chinchilla, une femelle aussi. Cette étudiante est en dernière année d'école vétérinaire. Elle a choisi de réaliser l'option NAC parce qu'elle sait qu'elle sera amenée à soigner ses petits animaux une fois diplômée. En général, c'est assez difficile chez les chiottes. Bon, on va arrêter de l'énerver. Je crois qu'on est content. C'est le seul enseignement pratique en France proposé aux étudiants vétérinaires. Une formation qui semble pourtant indispensable vu l'augmentation du nombre de NAC. Pourquoi vous êtes venu ici, plutôt dans une clinique privée? On était allé ailleurs en fait il y a quelques temps. Et le vétérinaire n'était pas à la hauteur en fait de la maladie de Choupi. Donc on ne peut pas se permettre de juger s'il était à la hauteur, mais on a voulu avoir un avis complémentaire et différent. On n'a pas regretté. Hein. Et puis voilà, donc on en prend soin comme si c'était notre deuxième enfant, définitivement. Car pour leurs petits animaux de compagnie, les propriétaires sont prêts à tout. Et si tous les vétérinaires ne sont pas encore formés à les soigner, les compagnies d'assurance, elles, ont flairé le filon. La compagnie d'assurance a plusieurs formules, mais il y a une formule qui est spécialisée pour les NAC, qui est typique pour les NAC. C'est un cochon d'Inde qui vous revient cher au final ou... Très très cher. Très très cher, mais on ne regrette pas, hein, non. Alors que le prix initial c'était 30 €. Et on en est à 1000 €. En moyenne, le service NAC reçoit une dizaine de petits animaux exotiques par jour. Et ici, les cas se suivent mais ne se ressemblent pas. Les vétérinaires doivent connaître toutes les espèces pour les soigner. Alors, le problème sur ce serpent, c'est que, en fait, donc, il ne mangeait pas bien, c'est ça. Et donc, monsieur l'a gavé avec une petite souris ou... Ouais, une petite souris. Voilà. Et en fait, ça avait provoqué une déchirure de l'œsophage. Et donc, il était venu en urgence ici parce qu'il y avait une plaie. Et donc, on a fait une chirurgie en urgence et on a recousu l'œsophage. Voilà. Donc, comme, vous attendiez à prendre à ce que ce soit aussi contraignant peut-être non, pas du tout. Moi, je croyais que c'était comme pour un hamster ou quoi que ce soit, un bac avec une roue à boire et puis c'est bon, quoi. Mais en fait, il y a beaucoup plus de soucis que ça. Niveau climat, même nourriture, c'est pas très facile. C'est vrai que de manière globale, il y a quand même un manque d'information quand les gens vont acheter leurs animaux de compagnie. Ça reste encore une activité, je dirais malheureusement, un peu trop commerciale. Ok, merci beaucoup. Et des propriétaires complètement dépassés par leur animal de compagnie, visiblement ça arrive très souvent. Alors quand ils ne trouvent plus de solution, c'est dans la nature qu'ils relâchent leurs bêtes. Et ce n'est pas sans danger pour l'environnement. À Lansargues, dans l'Hérault, les équipes du Conservatoire d'espaces naturels luttent pour récupérer des tortues de Floride abandonnées dans les bassins de la région. Alors là, on a attrapé une tortue de Floride. Une fois n'est pas coutume parce qu'on n'en attrape pas facilement, mais celle-là, on a réussi à l'avoir. Ça fait une deuxième sur les 20 pièges, c'est déjà ça. Souvenez-vous, début des années 90, les fermes d'élevage américaines cultivent à foison des tortues de Floride pour alimenter le marché européen. Très à la mode à l'époque, les animaleries françaises en importent près de 4 millions et les vendent sans aucune information aux particuliers. Et puis progressivement, ces tortues ont pris de la place. Vous voyez ce que ça devient, une tortue de Floride. Ça devient imposant, c'est un petit peu hargneux. Et finalement, les gens s'en lassent et souhaitent s'en débarrasser. Et pour donner une fin de vie honorable à ces petites bestioles, les remettre dans le milieu naturel, ce qui peut se comprendre. Le problème, c'est que la présence de ces tortues exotiques devient une sérieuse menace pour nos tortues locales. Plus petite et moins vorace, voici la cistude européenne. Face à sa nouvelle concurrente américaine, elle a beaucoup de mal à trouver sa place et à s'alimenter. Si rien n'est fait pour limiter les relâchés de tortues exotiques dans la nature, oui, aujourd'hui, on pourrait craindre vraiment de voir péricliter complètement les espèces autochtones et les espèces exotiques, comme la tortue de Floride, gagner davantage de milieux naturels. Depuis 2004, la tortue de Floride est déclarée espèce invasive. Elle n'est plus en vente libre et il faut un certificat de capacité pour la détenir. Salut Marianne. Je vous amène les Florides de ce matin. Voilà. Ah d'accord. Voilà. Alors, 2, ça va, c'est raisonnable.
Alors une fois capturés, c'est dans un centre d'hébergement pour tortues abandonnées que les équipes du Conservatoire d'espaces naturels placent ces petites bêtes. Combien vous en avez de tortues de Floride ici? En quantité, ici des Florides, en tout, on doit en avoir à peu près 850, à peu près. Mais le problème des tortues de Floride n'a pas empêché la mode des NAC de continuer son impressionnante ascension. Nous retrouvons Karim Dawes dans son magasin en plein cœur de Paris. Lorsqu'il a créé son commerce il y a près de 20 ans, il était loin d'imaginer l'ampleur que prendrait sa boutique. Aujourd'hui, la ferme tropicale, c'est 700 mètres carrés, plusieurs milliers de bêtes, 20 salariés et des centaines de produits dérivés. Un business très lucratif qui génère près de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et au fond du magasin, dans une salle fermée à clé, la plus belle collection du magasin. Je vais vous montrer quelques exemples autour du python royal, une des espèces les plus communes en captivité. Car dans leur quête perpétuelle de nouveautés, les mordus de serpents ont trouvé une nouvelle mode, sélectionner des bêtes pour leur coloration et les reproduire. La coloration normale, c'est ce type d'animal, donc un animal jaune et noir. En captivité, on va sélectionner à travers des aberrations, soit trouvées dans la nature, soit des aberrations produites en captivité. On va sélectionner des nouvelles formes de coloration. Et pour ces serpents aux couleurs uniques, les prix peuvent atteindre des sommets. Évidemment, au final, un animal comme celui-ci coûte beaucoup plus cher qu'un spécimen classique. Un spécimen sous sa forme naturelle, sauvage, va coûter 59 €. Ce spécimen-là coûte environ 2000. Et l'homme ensuite, dans sa quête de sélection, va, en croisant cette forme, qui est un gène bien particulier qu'on appelle spider, avec un gène qu'on appelle pastel, il va pouvoir produire un animal comme celui-ci, qui ne pourrait absolument pas exister dans la nature, qui s'appelle un bumblebee. Il va vivre exactement sa vie de python, il va manger les mêmes souris. Il pourrait vivre dans la nature si on le relâchait, mais il n'y a aucune possibilité à l'état naturel d'obtenir ce type de croisement, puisque la probabilité que ces deux spécimens se rencontrent à l'état naturel est complètement nulle. Un animal d'une forme totalement différente qu'on appelle du champagne. C'est actuellement probablement le serpent le plus cher que l'on ait à la vente. 3 950 €, c'est très cher. Mais pour ces serpents sélectionnés, les prix peuvent monter jusqu'à 5-6 000 €. Et ces tarifs sont loin de freiner les acheteurs. Le samedi, c'est près de 400 clients qui passent les portes du magasin. Jean-Marie et Caroline sont venus avec leur fille Pauline. Ce père de famille a très envie de s'acheter son premier serpent, reste encore à convaincre sa femme et sa fille. T'aimerais bien que papa il achète un serpent pour la maison? Non, ah, voilà, c'est réglé comme ça. Moi j'aime bien les serpents. Pour rassurer Pauline, un vendeur du magasin va donc leur proposer un boa constrictor assez docile. Et ce n'est pas encore gagné. C'est pas du tout l'aspect gluant qu'on imagine en général. Vas-y chérie. C'est la première fois je crois que je touche un serpent. Ça vous donne envie là? Ah oui. Et oui, mais je crois qu'il nous aime bien. Je peux vendre pour la première fois un serpent à quelqu'un, seulement je vais choisir des espèces qui en général ne présentent pas un côté agressif, vont avoir un côté plutôt calme et un tempérament à se laisser manipuler. Mais le serpent, ce ne sera pas encore pour aujourd'hui. Je pense qu'il vaut mieux s'informer avant de faire un achat un petit peu coup de tête. On ne sait pas comment ça va se concrétiser, si ça se concrétise ou pas. Je vais déjà me renseigner, voir, puis en rediscuter, parce que je ne suis pas tout seul, quoi. Il y a un chat à la maison. Dans son magasin, Karim Dawes ne vend pas de serpents à n'importe qui. Mais vu la facilité des particuliers à se procurer des bêtes dangereuses, la mode des NAC peut laisser craindre de nombreuses dérives. Si les jeunes gens, adolescents, dans la mode des nouveaux animaux de compagnie décident du jour au lendemain d'adopter tous une tarentule, une veuve noire ou une espèce ou un crotale, il va y avoir beaucoup d'accidents. Et justement, face aux accidents, les hôpitaux français sont très mal préparés. Pierre Kistinic a donc pris le problème à bras-le-corps. C'est un éleveur de serpents responsable, pourtant il a déjà été mordu plusieurs fois en manipulant ses bêtes. Il y a 6 ans, il a donc créé la première banque anti-venin pour serpents exotiques. Un dispositif unique d'importation de sérum. Ma première morsure a quand même été une morsure de vipère de France. Voilà, mais autrement, après quelques morsures, c'est toujours une erreur de manipulation.
Hein, c'est l'habitude, voilà, mais c'est souvent comme ça qu'arrive l'accident de toute façon, hein, avec un bébé crotale. Et puis, si j'avais pas eu d'antivenin clandestin dans mon frigo, je sais pas comment on aurait fait. Donc en 2000, la banque de sérum n'existait pas. J'avais 3 doses, on a dû m'injecter 3 doses, avec un seul bébé crotale, une petite morsure, avec une seule dent, un seul crochet venimeux. J'avais une articulation complètement qu'il fallait enlever, donc j'ai un dos un peu, comme dit l'autre, un petit peu capitaine Crochet maintenant, quoi. Donc il y a toujours un petit peu de séquelles derrière, hein. Il peut y avoir des ressentis après une morsure, même si on s'en est sorti grâce au milieu médical qui utilise différents produits. Mais quand on peut avoir l'antivenin qui correspond à l'espèce, c'est quand même plus sûr. Et pour l'instant, un seul hôpital en France s'est procuré ces précieux antivenins. C'est le CHU d'Angers. En cas d'accident, il sera forcément sollicité. Là, je vous en montrer une que nous avons en réserve. Les autres donc sont en cours de réapprovisionnement parce que nous avons donc des péremptions assez courtes sur ce genre de produit. Hein. Donc en général, 1 an, 18 mois. Une très courte durée de validité. Et problème supplémentaire, tous les serpents exotiques ne répondent pas au même sérum. Pour chaque espèce, il faudrait donc un antivenin que la France ne possède pas toujours. Centre antipoison d'Angers, bonjour. Nous avons pu répertorier actuellement 130 espèces venimeuses dans la France métropolitaine. Et sur ces 130 espèces venimeuses, actuellement, nous ne couvrons qu'à peu près 30 ou 35 espèces avec les sérums. Certains serpents ont des toxines qui détruisent les tissus, provoquent des troubles de la coagulation, provoquent des lésions pulmonaires ou rénales. Et dans ce cas-là, des lésions tissulaires qui peuvent être définitives et qui peuvent engager par les hémorragies, par exemple, le pronostic vital. Et le coût total d'une intervention, en cas d'envenimation, se chiffre à plusieurs milliers d'euros. Entre l'acheminement du sérum en urgence et les journées d'hospitalisation s'ajoute le prix de l'antivenin. Certains sérums peuvent coûter 1 200 € une ampoule et parfois il faut 3 ou 4 ampoules pour traiter une personne. Donc vous voyez que le coût peut être très élevé. Chez Pierre Kistinic, uniquement des animaux avec des antidotes. Seules exceptions se récupérer lors des saisies. Des serpents que la police lui a demandé de garder en attendant le procès des anciens propriétaires. On en a d'une saisie qui date de 2008, donc ça fait 2 ans et demi qu'on a des animaux en saisie. Là, je ne veux plus les garder, hein, ça dure aeternam aeternam. On a des espèces, et ici on a des vipères de Mauritanie, on n'a pas d'antivenin. La suite de cela, ça risque d'être de l'euthanasie commandée par le jugement, le tribunal, quoi. Là, il faut éviter tout contact avec l'animal, quoi, hein. Il faut prendre des précautions, il faut utiliser des crochets, utiliser quand il y a besoin vraiment de les sortir un tablier de protection, genre un tablier de forgeron, hein, de cuir, quoi. Donc ça, c'est pas des animaux à les caresser comme on caresse le python, un petit python royal par exemple, quoi. Et nouveau phénomène de mode chez les amateurs, l'hybridation de serpents venimeux. Des serpents croisés pour obtenir une nouvelle couleur mais qui présentent également une toxicité complètement inconnue. Ces pratiques d'apprentis sorciers, Pierre Kistinic les a déjà constatées. Le gars se vantait d'avoir fait des robes qui n'existaient pas dans le milieu naturel en croisant différents crotales. Et ça, c'est pas vieux, c'est 2006, donc ça doit continuer. Aucun antidote n'existe pour ces serpents mutants. Alors l'engouement pour les reptiles inquiète de plus en plus cet éleveur. Les gens qui achètent en animalerie, des fois un serpent, ils achètent une couleuvre, ils savent pas où ça vit, ils savent pas comment ça vit, hein. Les gens, hop, ils flashent sur un serpent, ils ont un peu de sous, ils achètent. Au moment de Noël, il y a plus de serpents, il y a plus d'animaux à vendre, toute espèce comprise, dans les animaleries, pour faire des cadeaux de Noël, quoi. C'est pas un animal, pour moi, c'est pas un cadeau, quoi. Et s'occuper d'un serpent est loin d'être évident. Alors lorsqu'ils ne sont pas préparés, les particuliers ont vite tendance à abandonner leurs petits animaux. Château-Gontier, dans la Mayenne. Yann Huchedet est directeur du refuge de l'Arche. Tous les mois, il accueille ces nouveaux animaux de compagnie devenus trop encombrants pour leurs propriétaires. Et après 43 ans d'existence, les sollicitations sont de plus en plus importantes. Pour les animaux exotiques, il y a très peu de structures à pouvoir les prendre en charge derrière. Donc il y a vraiment un problème aujourd'hui de capacité d'accueil et de solutions proposées pour les animaux qui à un moment donné doivent être abandonnés par leurs anciens propriétaires. Et comme le refuge est unique en Europe, il héberge pas loin de 1500 animaux. Là, nous sommes devant une cage où sont installés un groupe de singes magots. Donc là nous sommes devant notre groupe de 3 lions. Alors ça ce sont des petits perruches ondulés. Alors ce sont des pumas. Ici, chaque animal a sa propre histoire, mais leur origine est parfois très surprenante. Cette femelle puma vient de la Côte d'Azur.
Elle vivait illégalement chez un homme d'affaires véreux qui a précipitamment quitté sa maison, laissant ses animaux à l'abandon. Cette petite femelle qui est anormalement petite pour un animal de cette espèce, a les pattes antérieures un petit peu déformées, très certainement parce qu'elle elle a dû être élevée à la main petite et pas forcément à l'été alimentée de manière convenable. Les carences qui ont généré ce côté chétif qu'elle a aujourd'hui. Plus commun mais tout aussi dangereux, ces petits singes. Ramenés illégalement d'un voyage en Afrique, leur propriétaire s'est très vite senti dépassé par ces sympathiques petits macaques. Vous voyez, ce singe-là, s'il est arrivé au refuge dernièrement, c'est que derrière ses côtés très, très sympathiques et très câlins, il a mordu à plusieurs reprises son ancienne propriétaire. Il l'a grièvement blessé à chaque fois. Les particuliers, tôt ou tard, ont des problèmes avec leur animal sauvage, surtout quand il s'agit de singes. Alors, au bout du bout, les gens finissent par aménager une partie de leur propriété ou de leur maison pour l'animal, soit une pièce, soit un enclos, soit une cage, dans lequel l'animal finit par être enfermé complètement, puisqu'ils finissent par en avoir peur. Et dans ces conditions-là, alors là, le comportement d'isolement rend l'animal particulièrement incontrôlable. En 43 ans, le refuge n'a cessé de s'agrandir. Mais Janusz Schöde est inquiet. Aujourd'hui, il ne peut plus accueillir certaines espèces et la seule solution pour les nouveaux arrivants sera l'euthanasie, faute d'alternative. Souvent, on nous pose la question sur le fait, puisqu'on est refuge, nous, et qu'on a une vocation de protection animale, pourquoi on ne cherche pas forcément à leur permettre de rejoindre leur contrée originelle. Seulement, c'est quasi impossible. Vous voyez, un tigre qui vient feuler et chercher le contact aux premières personnes venues serait dangereuse pour les populations et puis aurait du mal à s'adapter d'ailleurs dans son environnement puisqu'il serait obligé de chasser, ce qu'il ne sait pas forcément faire de manière efficace. Pour ce tigre, comme pour les singes, même en étant élevés par l'homme, ces animaux restent toujours dangereux. Il faut vraiment en prendre conscience, c'est pas parce qu'on élève un animal à la main que l'on donne le biberon que sa docilité est gagnée pour toujours, bien au contraire. Quand il arrive à l'âge adulte, il redevient, ça reste un animal sauvage. Le refuge de l'Arche est le site le plus visité de la Mayenne. Chaque année, les 11 salariés de l'association accueillent plus de 100 000 visiteurs. Un moyen efficace de faire passer des messages de sensibilisation auprès du public. L'association, à un moment donné, a fait le choix d'ouvrir au public le refuge. C'est à la fois pour assumer les dépenses de fonctionnement du refuge, qui sont particulièrement importantes maintenant, mais c'est de profiter aussi de l'ouverture au public pour convaincre chaque visiteur qui vient sur le site de ne pas avoir à la maison un animal exotique. Le marché des nouveaux animaux de compagnie augmente en moyenne de 20% chaque année. Il est devenu un commerce comme un autre et n'est plus réservé qu'aux seuls passionnés. Mais adopter un ACC reste une responsabilité à laquelle il faut réfléchir. Et céder sur un coup de tête à ce nouveau phénomène de mode peut très vite devenir contraignant et dangereux.